Alors, tout d'abord, merci d'être venu à nouveau. Et parce qu'il fait beau dehors, il y a des terrasses qui sont en rivalité avec nos événements de ce soir, à savoir une brève discussion, parce que c'est sympa que vous puissiez identifier les artistes qui sont là, mais aussi, et plus significativement, la première, on dirait la générale, d'une nouvelle pièce développée par Marie-Agnès Gillot et Maxime Thomas, en réponse à une invitation d'Olivier Mossé autour de l'atelier de Mondrian de 1944 et une certaine anecdote. Et Olivier, je me disais peut-être que tu pouvais parler un petit peu du départ de ton idée pour ce projet. Bon, j'ai fait des décors pour un ballet que Marie-Agnès chorégraphiait à l'opéra. Et un jour, en sortant de l'opéra, j'ai dit, mais c'est rigolo parce qu'on m'avait dit que Mondrian dansait tout seul dans son atelier. Et puis, quelqu'un m'a dit, ah, mais il faut voir une curatrice de Beaubourg qui connaît ces histoires. C'était Brigitte Lehal. J'ai vu, elle a dit, oui, il y a une référence et tout ça. Et non seulement ça, il y a une fondation Mondrian à New York, ils ont tous ces disques. Et ils s'intéressaient au jazz, et des choses comme ça. Donc j'ai découvert les choses petit à petit. J'ai dit, oui, non, mais j'avais cette vision de l'atelier de Mondrian, de plusieurs photos. Il y a l'atelier de Paris, rue du Départ, et ensuite celui-là, je crois que c'est 54e rue. Et je me suis dit, mais si on a un décor et qu'on a la musique, bah, c'est un ballet. Et en plus, après, j'en ai parlé un peu avec Maxime. J'en parlais déjà avant avec Marie-Agnès. Et voilà. Donc, c'était pas la première fois que vous travaillez ensemble. Hein. Vous avez travaillé ensemble sur une pièce qui s'appelait Sous apparence. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de Sous cette apparence, pièce ? mais ça, c'était la pièce de Marie-Agnès. Voilà. Est-ce que Marie-Agnès, parce que tu travailles souvent avec des artistes d'art visuel aussi, et puis Sous apparence, tu veux parler un peu du développement ? C'était une commande de Brigitte Lefebvre et moi j'avais beaucoup envie de refaire cette époque où en fait tous les artistes se mixaient entre eux et qu'il n'y en avait pas un qui prenait le dessus, c'est-à-dire que le décor, la musique, la danse, tout ça était dans le même esprit et au même niveau. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Olivier. Donc on a fait des petits clins d'œil dans le décor cour et jardin, donc roi et reine, vous savez bien, du côté cour, côté jardin. Donc Olivier a fait des grands monochromes qui ressemblaient à un immeuble, qui en fait, ça résonne, pardon, qui ressemblait à ma maison d'enfance. Et tout ça était une œuvre très personnelle parce que c'était aussi tiré de mon enfance sur la guerre, sur les justes, sur les résistants, voilà. Donc c'était et puis les décors et les costumes étaient de Walter von Berenbock, qui était aussi la structure du tutu, donc la baleine, la toile et le tulle, mais c'est devenu des sculptures plus, je ne sais pas si vous avez des références avec Eric Wurm aussi, il avait travaillé ces sculptures qui dégoulinent, et on a fait tout ça avec les mêmes matériaux que le tutu. Donc c'était vraiment une recherche d'équipe. Je dirais que c'était. Après j'ai convoqué. En fait j'avais une équipe de Père Noël parce qu'ils sont tous les deux barbus. Donc c'était très drôle quand on arrivait tous les trois. C'était assez spécial quoi. C'était pour l'anecdote, voilà. Mais en tout cas c'était et la musique aussi était très recherchée. Et c'était une femme. C'était la première fois que c'était une femme qui était chef d'orchestre à l'opéra. Laurence Eltilbé, pour ne dire qu'elle. Alors, vous avez beaucoup travaillé aussi vous continuez à travailler, je dirais, de temps en temps avec Maxime Thomas. Et j'aimerais parler un petit peu de cette question des affinités sélectives. Parce qu'il y a plein de raisons objectives pour lesquelles les gens travaillent ensemble. Mais il y a aussi plein de raisons très informelles et très inattendues. Tout comme Mondrian n'a pas eu le plaisir de travailler directement ni avec deux de ses plus grandes influences pour cette époque du boogie-woogie, à savoir Thelonious Monk, avec qui il était copain, qu'il allait voir dans les clubs de jazz, ou une ou deux décennies avant, dans les années 20, lorsqu'il habitait à Paris, il était vraiment fasciné par Joséphine Baker. Et ce sont ces sortes d'affinités électives qui ont beaucoup donné naissance à un nouveau tournant dans son travail.
notamment 2 de ces œuvres que vous voyez reproduites ici de manière un peu ludique, parce que l'idée c'est pas de fétichiser Mondrian dans cette exposition, ni d'en faire une approche historique, parce qu'il y a des musées qui peuvent le faire beaucoup mieux que nous. L'idée, c'est d'en faire un terrain de jeu, un terrain de réflexion, un terrain de collaboration, un terrain où il y a du mouvement, où il y a du rythme, et on peut parler danse, musique, mouvement de foule dans la rue, et certains de ces enjeux qui continuent à animer les artistes qui sont entre autres présents aujourd'hui. Voilà, donc les affinités collectives qui vous ont amené à travailler ensemble, on a plusieurs collectifs ici, on a aussi les Bells Angels, et avant de passer à Julien et parler un petit peu sur son approche aussi, je voulais juste savoir comment vous travaillez ensemble tous les deux, comment ça se fait que vous avez continué au-delà de l'Opéra de Paris à avoir envie de faire des choses ensemble. Je crois que, comme tu l'as dit, en fait, c'est une histoire aussi de feeling, tout simplement, parce que Marie, en tant que danseuse, moi, ce que j'appréciais beaucoup, c'est ce mélange, justement, de précision, d'exigence, et en même temps, de lâcher prise totale, quoi. Être dans le cadre et savoir en sortir. Et je pense qu'on a peut-être ça en commun, c'est ça aussi qui nous relie et qui nous donne envie de danser ensemble. Et puis pour la petite anecdote avec Olivier, Marie et moi, ce qui nous a aussi permis de nous rencontrer, c'est à l'issue de la première, il y avait justement un petit pot de première. Et puis on s'est retrouvés dans une loge où justement il n'y avait pas de musique. Et on s'est dit comment faire, il n'y a pas de musique, mais il y a un piano. Et on m'a désigné comme jukebox ambulant. Et j'ai proposé de jouer un petit peu au piano, et ça a duré pendant des heures. Je crois que c'est finalement la musique qui nous a reliés, et c'est elle aussi qui nous a reliés de nouveau sur ce projet, en plus de la danse, quoi. Voilà. Julien, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton travail avec Simon pour les Bells Angels? Simon, alors, tu peux t'asseoir sur le tapis Mondrian si tu veux. On fait une exception pour toi. Ah, il y a une chaise là, regarde, tout va bien. Et vous, enfin, une des raisons pour lesquelles j'avais pensé à vous, qu'on avait pensé aussi David, hein, parce que David est mon coéquipier quand même dans cette histoire avec Alain, et toute son équipe absolument géniale, que je nommerai avec plaisir tout à l'heure, parce que c'était super de travailler dans un espace aussi dingue que vous connaissez mieux que moi, mais que je continue à découvrir de manière très matérielle. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire planter un clou ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est fascinant. On est vraiment en dialogue avec l'espace qui parle. Hein. Gouverner, entretenir, mise au point. Enfin, on a un espace discursif là. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu de des œuvres que tu proposes, des œuvres que vous proposez pour cette exposition, et du lien un petit peu avec cette époque aussi de Boogie Woogie, la ville, le mouvement? Déjà, tu parlais de la musique, et donc nous, en fait, on s'est mis en duo à travailler sous les auspices de la musique, dans le sens où on est complètement mélomane infernaux, et Simon même est musicien. Donc en fait, on voulait arriver à croiser quelque chose où il y avait un rapport à l'image et à une plasticité visuelle et la musique. Donc ça, dans différents projets, c'est advenu. Mais là, dans ces peintures-là spécifiquement, c'est une série qui s'appelle Crowd Processing. Donc on analyse, tout repose sur l'analyse de la foule et comment elle se forme, comment elle se compose, comment elle se disperse, comment elle circule. Donc c'est à la fois beaucoup basé sur des images tirées de la presse, mais aussi, en fait, ça nous a amené, au fur et à mesure des recherches, à radicaliser ça sous forme abstraite, comme ça, parce que, en fait, si on envisage les foules de manière algorithmique, leurs déplacements sont envisagés et calculés et prévisibles. Donc, en fait, les points deviennent des lignes dès qu'un individu circule. Donc, en fait, nous, on s'est basé sur des visions de foule qu'on a abstractisées jusqu'à en faire ces points qui deviennent des lignes qui circulent et des espèces de choses complètement neuronales comme ça. Et donc ça, c'est vrai qu'il y avait un lien avec l'idée
par exemple dans les toiles qui sont là, de voir une foule d'en haut. Donc, par exemple, ça, on sait très bien, pour ceux qui ont été à New York, que la vision de haut, elle est importante en fait, et que notamment, l'atelier de Mondrian était à Broadway. Donc en fait, si on est en hauteur à Broadway, on voit des fourmis, quoi. On voit des petits points qui bougent dans tous les sens, avec un espèce de rythme effréné. Donc en fait, c'est vraiment des choses que nous, dans ce type de tableau, on convoque. Il y a les toiles abstraites, puis il y a cette toile qui amorce en fait avec c'est des pédales d'effet. Donc en fait, c'est des pédales d'effet pour modifier le signal avec des instruments électriques, donc la guitare, la basse, des synthétiseurs. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le signal sonore, comment il peut être traité, et comment en fait aussi des humains peuvent être calculés en fait comme un signal qui devient un point, une ligne, et qui permet une prévisibilité et le calcul aussi, parce qu'on est un peu dans l'ère du calcul. Oui, on est un petit peu dans cette ère-là. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, Simon, aussi des choix chromatiques dans ces tableaux? Parce que la couleur, c'est quand même quelque chose un enjeu pour Mondrian, c'est un enjeu pour... Dans cette série, ouais, tout Ouais. est noir et blanc, parce que on est tous les deux peintres à la base, mais on avait des travaux de peinture séparés. Et quand c'est mis à travailler ensemble, on a choisi assez vite de travailler en noir et blanc, parce que c'est très dur de travailler à deux en peinture avec deux gammes colorées différentes. Et la solution du noir et blanc, c'est quand même pas mal. Bon, là, depuis, on est déjà en train de travailler sur de la couleur. Mais comme première approche, c'était bien. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle là, tout est noir et blanc, avec des techniques différentes. Il y a de l'aérographe, peinture, pinceau et sérigraphie. Voilà. David, David nous a entendu parler de ce projet il y a plusieurs années. Olivier et moi, en fait, ce projet est presque né d'un malentendu, comme toutes les aventures excitantes de la vie. C'est-à-dire que l'anecdote que moi j'avais compris dont Olivier me parlait, c'était que Mondrian aurait souhaité qu'on danse dans son atelier, puisqu'il aimait la danse. Il était considéré très mauvais danseur. Donc la compagne de Jackson Pollock, qui s'appelle Lee Krasner, a laissé un petit témoignage en disant que tout le monde essayait de se le refiler parce que personne ne dansait avec lui parce qu'il était maladroit. Et bien que très attendrissant par cet enthousiasme qu'il avait, donc il était d'Europe du Nord, de culture protestante, très réservé par rapport au corps, et c'était le seul moment où vraiment il osait se lâcher. Ce qui est dur à croire quand on le voit à cette époque avec ses petites lunettes, etc. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette image de Mondrian qui dansait ensemble. Mais il ne dansait pas en fait. L'image que vous avez sur le carton, on a un petit peu triché, c'est Mondrian en train de faire de la méditation dans les années 1900, autour de 1919. Très intéressé par... Il a gardé ses mouvements de danse toute sa vie, jusqu'à 1944. Alors ce qui était touchant, c'était évidemment l'hommage d'un artiste abstrait du XXIe siècle, fin du XXe, début du XXe siècle. On est quand même au premier quart, hein. Là, tu es bien parti pour être un artiste du XXIe, Olivier, et qui fait hommage à un artiste de la première partie du XXe siècle, aussi dans l'abstraction, ce que je trouvais très très beau, irrésistible. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que David, c'était un des artistes de l'exposition, tu es un artiste belge qui réside à Bruxelles, qui enseigne à l'ERG, et toi, tu as repris cette histoire et tu l'as pas lâchée. En fait, tu nous as réinvités, toi et Alain, à explorer ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a attiré dans ce projet et le lien avec ton travail qui est assez collaboratif souvent? Oui, moi ce qui m'a attiré, je crois, d'abord c'est d'avoir passé une après-midi avec Olivier au Confort Moderne à Poitiers, lorsque Sarina était curatrice là-bas, et qu'en fait il venait discuter le projet, et donc l'idée est un petit peu née là-bas, quoi, enfin, en tout cas dans ma tête, puisque dans la tête d'Olivier elle était née bien avant, et puis à partir de là, en fait, c'est toutes ces histoires, moi ce qui m'intéressait, c'est toutes ces histoires de vibrations, en vérité, et toutes ces analogies qu'on veut faire entre les affaires de Mondrian, des couleurs, des choses comme on voit la toile là derrière, les boogie-woogie, la danse, tout ça. Je suis assez intéressé ça dans des termes plus poétiques, plus intérieurs, plus nerveux, plus innervés, etc.
Et pour ceux, j'ai fait un solo ici il y a un an et demi, comme ça, donc pour ceux qui l'ont vu, vous voyez que moi je ne suis pas du tout dans un héritage formel, en tout cas, qui pourrait s'apparenter à celui d'Olivier, par exemple. Mais justement, moi ça me fascine. Les gens qui sont assez purs, qui sont assez droits de leur travail, qui sont comme ça sur des choses beaucoup plus alignées, où j'ai l'impression, parlant avec Olivier, qu'il y a une espèce d'espace beaucoup plus clair, comme ça, voire clairvoyant peut-être, alors que je suis beaucoup plus brouillon, beaucoup plus intérieur, beaucoup plus axé sur des régimes poétiques sombres peut-être, ou paysans, ou je ne sais pas, toutes ces choses-là. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de rendre compte de ce répertoire de vibrations, on va dire, qui s'accorde à la ville, peut-être, comme je l'en ai parlé, que ce soit dans les tableaux de Mondrian, etc., qui s'accorde à la danse, qui s'accorde à la musique, bien sûr, etc. Mais sur le plan poétique, donc, les tableaux que j'ai amenés ici, que j'ai commencé en Afrique assez récemment, sont vraiment des listes d'objets, comme ça, des listes d'objets et d'ambiance et d'atmosphère, qui pour moi peuvent référer éventuellement à ce que seraient les affaires de rythme, de contexte, etc., qui autorisent ces nouvelles perceptions liées aux vibrations et au rythme, etc. Ouais, les vibrations, c'est quelque chose de très important. Donc le boogie-woogie que vous voyez derrière vous en reproduction, c'était des bouts de scotch et des bouts de papier que Mondrian déplaçait en passant des disques de jazz dans son atelier. Et ça, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup Olivier, qui a aussi intéressé, il me semble, Marie-Agnès et Maxime. Et vous verrez qu'il y a une référence à cette idée que la peinture, c'est une construction de plans. Il y a une matérialité quand même à l'abstraction qui est au rythme, à la vibration. Et je crois qu'il traverse l'ensemble du travail artistique de la plupart des artistes, quelle que soit leur discipline, vraiment. Je crois que c'est le matériel premier avec lequel vous travaillez, c'est la gravité et la vibration. Et je dirais juste, je vais juste citer une ou deux autres pièces qu'il y a dans l'exposition. Après, je pense qu'on va passer directement à la performance et au spectacle de ce soir, sans plus trop attendre. Je vais parler du salon que vous voyez derrière vous, qui est de Clarissa Bledsoe, qui est une jeune artiste afro-américaine, avec des œuvres de Vava Dudu, qui est française martiniquaise. Et pour Clarissa Bledsoe, c'était vraiment important de rappeler que le boogie-woogie, c'est né à Harlem, hein, dans les années 20, que ça se passait dans les house rent parties. Donc le 24 au soir, on aura une soirée Harlem ici, pour un peu célébrer ce côté-là aussi, l'origine un petit peu de ce fameux boogie-woogie. J'aimerais aussi citer l'œuvre d'Amélie Morgedal, qui est ma collègue au Bureau des Heures Invisibles, qui est coproducteur de l'exposition et du projet, et qui est la vidéo que vous voyez, qui révèle tellement sur notre pratique de l'art aujourd'hui, et qui est peut-être une captation des deux seuls vrais Mondrian qu'il y a dans l'exposition, qui sont au Centre Pompidou. Et la question de comment vit-on vraiment l'art, et le fait que rien que de regarder l'art, vous-même, en venant ici, vous faites des chorégraphies, des rituels, de l'improvisation. Voilà, que toute forme d'être ensemble et de s'accommoder de la présence les uns des autres, c'est une forme de degré zéro de chorégraphie. Et voilà, mais on va regarder et écouter la pièce que vous nous proposez ce soir, et je voulais encore vous remercier Marie-Agnès Gillot et Maxime Thomas d'être avec nous ce soir, ainsi que tous les artistes qui ont pu venir et les artistes qui ont participé, et la New Space Collection, Alain de Clercq évidemment, parce que c'est son invitation qui fait que nous sommes là, et Aurélie, Thierry, Philippe, Mathieu, Génora, enfin toutes les personnes qui ont fait partie de l'équipe, et Dimitri qui filme. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. On va bouger vers le fond de l'espace, nos chaises et tout, et on va laisser 5 minutes aux artistes pour se préparer. Merci beaucoup.